voudrais commencer par parler de la dimension création de fonds d'archives. Vous voyez que dans mon titre, j'ai le fonds Hélène Monette, Création et premières explorations, parce que la création d'un fonds d'archives, en fait, voudrait attirer l'attention sur la dimension potentiellement affective de la création d'un fonds d'archives. J'avais travaillé il y a quelques années, d'ailleurs c'était une présentation que j'avais faite avec Marc-André Fortin à l'ACFAS sur la création du fonds d'archives de Doug Jones. Et on avait eu cette idée, Marc-André et moi, de nous investir, étant donné que ça avait été une expérience, on pourrait dire, émotive, affective, d'acquérir ce fonds d'archives. On avait eu cette idée de nous investir nous-mêmes dans le processus. Marc a pris des photos au moment du transfert des archives de chez Doug Jones à North Atlee vers le service des archives à l'Université de Sherbrooke. Et il nous était même venu cette idée d'écrire quelques poèmes que nous nous sommes échangés. Et tout ça a été transformé, évidemment, mais c'est censé faire partie d'une publication dans un collectif qui est censé paraître bientôt, qui va s'appeler en anglais Moving Archives, sous la direction de Linda Mora. Et donc, autrement dit, on est parti de ce matériel qu'on a présenté il y a quelques années à l'ACFAS pour réfléchir à la question de la dimension affective de la création des fonds d'archives. On est tombé sur certaines sources plutôt du côté anglophone de personnes qui ont écrit dans des revues, donc je peux nommer Michelle Caswell, Marika Seifert, je ne suis pas sûre du nom, qui écrivent que les relations archivales, les rapports qu'on a aux archives possèdent une dimension indéniablement affective et que c'est la responsabilité éthique des archivistes de rendre compte de cette dimension-là, de ne pas l'évacuer. Et donc, cette dimension affective, elle était très certainement présente lors de l'acquisition du fonds Hélène Monette. Hélène Monette, que je connaissais déjà personnellement, qui m'a téléphoné à peu près 2 semaines avant son décès. Elle se savait très malade, mais elle ne savait pas évidemment quelle était l'échéance, et moi non plus. Et donc, elle voulait modifier son testament pour ajouter le don de ses archives au centre Anne Hébert. Alors, vous pouvez vous imaginer je n'oublierai jamais cet appel téléphonique et j'ai tout de suite mis Hélène Monette en contact avec Nathalie Boiten, qui était directrice du Centre Anne Hébert à ce moment-là, et ça s'est réalisé. Et ce que j'ai compris aussi récemment en parlant avec Hélène Girard, qui était l'éditrice, qui a été l'éditrice d'Hélène Monette aux éditions du Boréal pendant très longtemps, et Hélène Girard qui est maintenant chez Le MEAC, que Hélène Monette, se sachant malade, donc ça a été atteinte du cancer du poumon, elle savait qu'il y avait une échéance à peu près 18 mois à partir de la date du diagnostic. Hélène Girard pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'elle s'est mise dans le classement des papiers qu'elle voulait céder. Donc, on peut l'imaginer aussi en train de faire des chemises, de réunir les manuscrits, de faire ce travail de classement qu'elle a fait. Donc, tout n'est pas hyper clair et bien classé, mais il y a un travail de classement fait par elle dans ses archives. Elle a identifié les chemises de son écriture très lisible, un peu scolaire, qui tranche avec la personnalité littéraire, très certainement, d'Hélène Monette. Et donc, elle avait ces boîtes-là aussi, le transfert, pour parler du transfert des boîtes vers l'Université de Sherbrooke. C'est donc 1 an après le décès d'Hélène. On voulait évidemment laisser passer un peu de temps. Puis donc, on s'est remis, Julie Fecteau du service des archives et moi, en contact avec Lily Monette-Crépeau, sa fille. Et là, je me souviens d'être allée moi-même chercher les boîtes chez Lily, chez des amis d'Hélène Monette, par une chaleur épouvantable au milieu de l'été. Ça fait partie, pour moi, de l'expérience de création de l'archive.
Et quand j'ai parlé aussi avec Hélène Girard de ça, du fait que j'étais en train de travailler de manière très exploratoire dans le fonds Monette, elle me parlait du désir, du caractère très secret d'Hélène Monette. C'était une personne qui se livrait directement très peu, beaucoup sur le mode de l'ironie, par la bande, si on veut, comme dans son œuvre en réalité. Et ça m'a fait penser que son désir de céder ses archives était sans doute habité par une certaine ambivalence, hein, qu'on retrouve souvent dans ce genre de situation, c'est-à-dire donc un désir de préservation qui est en même temps un désir de destruction. Les deux cohabitent et donc elle a voulu, Hélène Monette, que certaines traces mémorielles de son travail d'écriture lui survivent, mais ce n'était pas sans une certaine ambivalence par rapport à tout le processus dans lequel elle s'engageait. Puis je parle de ça parce que ça s'est transporté chez moi dans mon, un petit peu, et peut-être surtout après avoir parlé avec son éditrice, Hélène Girard, ça s'est transporté chez moi dans le sens où moi aussi, je me demandais un peu ce que j'étais en train de faire, en train de lire ces carnets, de lire des carnets qui sont des mélanges d'ébauches de poèmes, de journal intime, un peu toutes sortes de choses avec des dessins de sa fille Lily quand elle avait 4 ou 5 ans au travers. Et on est un petit peu... on est dans une drôle de position soi-même en train de tout examiner ça. Mais en même temps, c'est un fonds d'une grande richesse, le fonds Hélène Monette, et l'idée d'en parler, de le présenter, c'est bien sûr pour le valoriser, mais dans l'espoir qu'il va être exploré, étudié par d'autres des chercheurs que moi, je ne pense pas du tout pouvoir faire le tour de ce fonds-là. Je ne le présente pas pour dire que je veux y travailler sur ce fonds-là pour les 5 prochaines années, mais plutôt pour donner envie à d'autres de le faire. J'étais très heureuse de constater, en parlant avec un étudiant ici présent, qu'il pouvait avoir des intentions dans ce sens-là. Donc, pour parler rapidement, donner une idée de qu'est-ce que le fonds d'archives peut contenir, je me suis intéressée à des pièces, des documents relatifs, entre autres, au roman Unless. Donc, le roman Unless d'Hélène Monette paraît en 1995. Puis ça marque un moment charnière dans son parcours littéraire. Elle était connue jusque-là comme poète et auteure de contes. Puis là, elle va se lancer dans l'écriture romanesque. Et puis, on voit une partie de son travail d'écriture. Puis là, on voit, les dates sont intéressantes aussi parce qu'on a quelque chose qui donne une idée de comment elle veut camper ses personnages, les notes qu'elle prend sur ses propres personnages qu'elle veut mettre en scène. Unless, ça met en présence 3 narratrices et à qui elle donne la parole successivement, dont Unless, qui est une des narratrices du roman. Et donc, on voit son travail préparatoire auquel va faire écho, un peu plus tard, je vais y revenir, à un retour sur expérience, comme disait Adrien, mais pour présenter son propre travail d'écriture, son roman, une fois publié, elle va faire ça dans des cours, même des cours de littérature que donnait Hélène Girard au Cégep du Vieux-Montréal. Puis je vous montrer des éléments liés avec ça. Mais donc ça, c'est par exemple une page de cahier, comme ça, dont on peut voir ensuite ce que ça a donné dans Unless, dans le roman. C'est une des 3 voix du narratrice du roman qui s'appelle Milou, qui est apparemment basée sur une des sœurs d'Hélène. Et donc, on peut observer que la main d'écriture, juste l'écriture manuscrite, c'est très soigné, très peu de ratures, mais après, quand on prend, mettons, un passage comme ça, puis qu'on va voir ce que ça a donné dans le texte imprimé, on voit qu'il y a des amplifications, des déplacements, comme par exemple la voix de Milou, c'est celle qui assume une espèce de souci
d'histoire familiale, parce que ce sont 3 sœurs, là, les 3 narratrices dans le roman, et donc c'est elles qui ont un souci, qui a une voix beaucoup moins jeune et rebelle que la voix de Red, par exemple, qui est une autre narratrice. C'est une voix beaucoup plus posée et qui, en même temps, est préoccupée, comme je disais, par l'histoire familiale. Puis dans le roman, bon, il y a apparemment des aïeuls qui venaient de Russie. Et puis, dans le roman publié, le personnage ici, là, qu'on voit, Elena Trajikovsky, dans le roman, elle va plus porter le nom d'Elena, son prénom va être modifié, mais on voit quand même l'intention au départ d'Hélène Monette de coller ça un petit peu sur elle, puis qu'après ça, il y a une distance qui s'est établie. Je vous parlais, donc ça c'est pour vous montrer un autre exemple encore un passage d'Unless, où là c'est un peu plus retravaillé, et là j'ai pas encore pu vérifier si le fonds d'archives contient, mettons, pour chacune des œuvres, combien d'états de tapuscrits et tout ça, là, c'est quand, je suis pas rendue là dans les explorations, mais il y a du matériel génétique important dans l'œuvre qui permet de voir ensuite comment ça... je l'ai fait pour quelques extraits, c'est-à-dire prendre justement ça par l'autre bout de la lorgnette pour revenir au titre de notre journée, c'est-à-dire de prendre un extrait, mettons ça, puis ensuite de regarder ce que c'est devenu dans le roman, voir comment ça avait été amplifié, plutôt que de le faire dans l'autre sens, comme on a l'habitude quand on établit les variantes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une bonne partie du texte qui est là déjà dans la première version. Et donc, je vous disais, ça c'était pour donner un exemple de la petite Lily qui intervient tout à coup dans le cahier pour faire un petit... donc, sa fille qui avait 4 ou 5 ans à l'époque. Donc, on trouve ça au travers, en feuilletant, hein, en tournant les pages. Et là, ce sont des fiches, hein, 3 par 5. Là, c'est moi qui les ai mis une à la suite de l'autre pour que ça fasse, que ça tienne dans une image. Mais donc, Hélène, retour sur son expérience d'écriture pour le bénéfice d'étudiants, qui explique pourquoi 3 narratrices, quelles sont les caractéristiques de son écriture. Alors, c'est pas du matériel génétique, mais quand même, c'est elle qui revient sur sa propre œuvre, qui donne des indications sur comment elle a pensé tout ça. Et il y a des éléments, bon là, je ne les ai pas mis ici, il y en a un peu là-dedans, mais de réflexion sur son rapport à l'oralité, son rapport à la rythmique, qui est vraiment essentiel dans l'œuvre d'Hélène Monette, et même dans certaines autres fiches là, que je n'ai pas reproduites ici, on a... par exemple, elle veut donner aux étudiants une idée de certaines des figures de style. Fait qu'elle a fait elle-même l'exercice sur sa propre œuvre de dire, ici, il y a une métaphore, tu sais. Puis là, elle dit, telle page. Puis là, on voit qu'elle a mis des numéros de pages à certains endroits au crayon feutre noir pour dire, OK, là, je vais lire cet extrait-là. Mais ça aussi, c'est intéressant de voir vers quoi elle veut attirer l'attention des étudiants pour comprendre. En fait, c'est elle qui dit, regardez, moi vous le dire, moi, comment mon texte a été construit. Donc, elle fait un petit cours de génétique de son œuvre aux étudiants. D'autres éléments qu'il y a dans le fonds d'archives, c'est, par exemple, toujours pour Unless, une télécopie donc, on voit moins ça aujourd'hui, mais donc, c'est Bernard Wallet qui avait fondé en 1998, oui, l'année d'avant peut-être, qui avait fondé une maison d'édition à Paris qui s'appelait les Éditions Verticales. Depuis, ça a été racheté après par Le Seuil, puis après par Gallimard. Je pense que c'est une collection verticale qui existe encore chez Gallimard. Mais là, donc, c'est ce jeune éditeur qui a envie de reprendre Unless pour publication à Paris. Et ce qu'il va faire, d'ailleurs, ça va se produire. Et là, il écrit à Hélène Girard et il lui dit, par exemple, que
Alors, vous n'avez pas le temps de lire ça, évidemment, mais ça porte sur le grand nombre de québécismes. Mais alors, il faut connaître l'œuvre d'Hélène Monette, évidemment, tu sais, c'est à tous les deux mots, là. Et donc, comment qu'ils vont faire pour comprendre, tu sais, tout ça? Est-ce que ça prendrait un appareil de notes, un glossaire? Et puis là, évidemment, ils ont décidé que non, que ça n'aurait pas de sens de faire un glossaire. Très bonne idée, hein? Et ce qui est vraiment intéressant, que j'ai pas reproduit ici, c'est la longue liste de mots qu'eux autres ont relevés, des mots comme slush, fucké, j'avais la chienne et tout ça. Et là, à côté, Hélène Monette met, si elle accepte que ce soit modifié, ou mais la vaste majorité des cas, elle écrit stet. Hein? It's gonna stay like it is. Donc, elle ne veut pas qu'on touche et ils n'ont pas touché. Ça a été, j'ai pu vérifier dans l'édition parue à Paris que on avait respecté à la lettre sa volonté là-dessus. Mais moi, je peux juste m'imaginer Hélène Monette en train de parcourir cette liste et de décider qu'est-ce qu'elle choisissait de... Par exemple, elle choisissait de remplacer un mot comme drabitude, que je trouve très beau, mais par, mettons, grisaille ou quelque chose comme ça. Donc ça, elle disait oui, mais à côté, après, tu avais une phrase avec des mots comme, justement, fucké et tout ça, puis ça c'était c'était. Donc, ça a donné quelque chose de complètement hybride, très certainement, à la lecture pour un lecteur français. Ensuite, pour vous donner une idée, cette fois-ci, pour aller vers la poésie, ça, c'est un cahier qui contient beaucoup d'éléments de journal intime que Hélène Monette a écrit quand elle a fait un séjour en Italie. Je pense qu'elle avait obtenu le studio de l'UNEC à Rome. Et on voit déjà apparaître le titre qui va être le titre de son livre de recueil de prose et poèmes qui paraît en 2011. Et alors, Assisi, elle est à Assise, elle écrit son adresse, elle colle une reproduction d'un tableau d'un peintre hollandais du 17e. Et alors, on trouve des choses comme ça dans le fond Monette et qui sont en soi des objets. Hein, on parlait de la matérialité. C'est une extraordinaire matérialité et en même temps hétérogénéité. C'est aussi fascinant de ce point de vue-là. Et donc, j'ai pas eu le temps évidemment de parcourir tout ça, mais j'ai pu voir que au travers de cette où elle va être assise à une table d'un café à Pérouse, puis là, elle parle du monde qui est autour d'elle et tout ça. Puis là, oups, on va voir une note que, ça va aller. Donc, on voit qu'elle a repris, puis il y avait une fleur séchée qui était là, qui est quand même pas trop mal sortie à la photocopie, je trouvais. Et puis, on voit dans le haut, vous voyez la parade, mais ça, c'est une partie de ce recueil-ci. Donc, ça veut dire aussi ce travail de passer en revue sur son propre texte, comme on a vu que c'est fait pour Louise Dupré et pour beaucoup d'autres écrivaines, qui vont repasser leur propre texte en vue de presque aller chercher du matériel littéraire. Mais dans beaucoup de cas, par rapport à ces entrées de journal intime, mon intuition, c'est qu'au départ, peut-être qu'il y avait une intention de réutilisation littéraire, mais pas vraiment. C'est plus que c'est là, parce que qu'est-ce qu'a fait Hélène Monette? Elle écrit, hein? Elle a toujours un carnet avec elle, elle écrit, puis là, après, elle réutilise ce matériel-là, elle se relit et elle se remet des parties de ce qu'elle a écrit en circulation. Et là, par exemple, si on voit pour cet extrait-là, ça se trouve à un des textes qui s'appelle « Place », dans ce recueil-là. Et très souvent, comme j'ai pu observer jusqu'à présent, elle fait bouger des éléments. Les éléments sont là, mais pas dans le même ordre. Puis là, par exemple, pour cet extrait-là, si on lisait le texte imprimé, on voit que
tout est là, mais ensuite, elle réorganise. C'est ça. Comme ce qui semble une caractéristique de l'écriture en général et très certainement de la sienne. Et pour conclure, moi, ce que je dirais, c'est que l'exercice qui consiste à venir présenter ne serait-ce que quelques éléments comme ça de ce fonds d'archives d'une très grande richesse, ça m'a amené à me regarder, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, à me regarder moi examinant ces choses et moi dans cette posture d'accompagnement. Puis je pense que c'est ça, c'est-à-dire de ne pas être nécessairement en train de trouver toutes les réponses. Peut-être même pas être en train de trouver tant de réponses que ça, mais de m'être trouvé en sa présence. Hein? Ça, par contre, ça, je peux témoigner de ça, d'être un petit peu avec elle à Pérouse, assise, de voir, bon, à un moment donné, la petite Lily qui fait un petit dessin dans un de ses carnets. Moi, je me sens... Et puis là, toute période confondue. Hein? C'est pas nécessairement non plus la suite dans la chronologie. C'est comme si, à un moment, la chronologie, une certaine chronologie, n'a pas vraiment d'importance. C'est l'accompagnement à l'écrivaine qu'a été Hélène Monette. Merci.